Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC. Les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Kéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Bonsoir à chacun et à tous et bienvenue sur cette édition du soir dont voici le sommaire. Les populations de la commune de Bonon sont encore sous le choc. 3 personnes ont été retrouvées mortes au bord d'une voie de la commune. Les précisions dans un instant. Les dernières pluies diluviennes à Parakou ont détruit plusieurs ouvrages d'assainissement à Damangourou. Un élément à suivre dans ce journal. En Tunisie, le chef de l'État sortant Kaïssa Saïd a obtenu 90,69% des voix au premier tour selon l'instance supérieure indépendante pour les élections. Voilà tout pour le sommaire. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Dans la journée du 7 octobre 2024, les populations de la commune de Bonon, située dans le département de l'Ouémé, ont découvert 3 corps sans vie au bord de la voie. Après une intervention rapide d'un médecin, les résultats de l'analyse ont confirmé que les victimes avaient été tuées par balle, laissant planer un climat de peur et d'incertitude dans la commune. Sur un autre volet, un 4e bateau a commencé son chargement de pétrole brut nigérian depuis la plateforme de Sémékraké ce mardi 8 octobre 2024. Selon BIP Radio, l'opération a commencé vers 13h et cet après-midi, donc le navire en chargement est baptisé Front Coral. Direction à Parakou, les récentes pluies qui se sont abattues sur la ville de Parakou ont causé d'importants dégâts matériels. Plusieurs ouvrages de franchissement ont cédé, plongeant les populations dans une situation difficile. C'est le cas dans le quartier d'Amangourou, situé dans le 1er arrondissement de la ville. Une équipe de la rédaction s'est rendue sur place. Anselme Orecha et David Yémé pour le reportage. Plusieurs ouvrages d'assainissement sont en panne dans la cité de Kobourou. Dans le quartier d'Amangourou, situé dans le 1er arrondissement de Parakou, les habitants vivent un véritable calvaire pour regagner leur domicile. Conséquence des récentes pluies qui se sont abattues sur la ville. La voie reliant le petit marché du quartier à la route inter-État Cotonou-Malanville est désormais coupée en 2, rendant la circulation difficile. Les voies sont impraticables, difficile pour nous de pouvoir quitter d'un point A à un point B. C'est très compliqué pour nous. D'abord, la pluie a laissé le pont principal et ça a pris par l'autre côté. Tel que vous le constatez déjà de l'autre côté. La population vit une situation très critique. C'est difficile pour nous. Même la dernière fois, une dame est tombée même devant moi. Et franchement, c'était pas appréciable. De plus, les habitants de Damangourou éprouvent des difficultés à rejoindre le quartier voisin de Titirou. Le pont qui relie les 2 quartiers, effondré depuis plusieurs années, n'a toujours pas été réparé, malgré les nombreuses sollicitations des riverains. Il y a le pont aussi qui relie Okedama à Titirou. Difficile pour les élèves de pouvoir quitter Okedama pour aller au cours primaire Titirou. Voilà les situations auxquelles on appelle les autorités à venir nous porter aide. C'est trop difficile pour passer par ici lors des saisons pluvieuses. S'il y a la pluie, on n'arrive pas à passer, c'est difficile. Mais si on passe par le grand pont, c'est aussi un peu difficile. Mais on est toujours en retard. C'est ici on peut passer chaque fois. Pourtant, des dispositions ont été prises par les élus locaux et des démarches ont été engagées auprès des autorités compétentes pour résoudre la situation. Toutefois, les actions concrètes tardent à voir le jour. Si vous voyez ici, là, vraiment, mon quartier est devenu Margot complètement. Traverser Okedama pour aller à Titirou, c'est problème. Traverser Titirou pour aller à Okedama, problème. Voici les élèves qui viennent de l'école, qui viennent de sortir de l'école. Il y a 16 Okedama, il y a 16 Titirou. Il y a l'école Titirou, et puis Titirou, et il y a Damangourou qui est proche. Mais il n'y a pas la voie
pour traverser. Les élèves souffrent, nous-mêmes on souffre, la population souffre dans ces quartiers. Depuis 2007, on en a couru derrière la mairie, derrière l'État. Par rapport à ce point-là, ça n'a pas été fait. Confrontés à cette difficulté récurrente, les habitants de Damangourou sollicitent une intervention rapide des autorités compétentes. La seule voie qui nous reste, ça a été encore dégradé. Le pont qui est entre l'école franco-arabe et le Massé encore dégradé encore. On va sortir par où? Vous devez demander à la mairie, à l'État de nous sauver. Notre quartier est devenu marigot. Moi, je demande aux autorités de nous venir en aide. Je prie, honnêtement, le gouvernement, les autorités municipales et tout, ils nous viennent en aide. On sollicite l'aide des autorités pour nous aider à faire un pont pour aller à l'école. En l'absence d'une solution durable, leur situation reste préoccupante, rendant l'urgence d'une réponse d'autant plus pressante. Nous restons toujours à Parakou où les usagers de la voie reliant le commissariat central au carrefour Bioguera de Parakou rencontrent plusieurs difficultés. La cause en est l'état de dégradation très avancé de cette route. Une situation dénoncée par les usagers face à l'inaction des autorités compétentes. Suivez ce reportage réalisé par Anselme Orisha et David Yémen. Circuler en plein cœur de la ville de Parakou est un véritable parcours du combattant pour les habitants. La route bitumée reliant le commissariat central au carrefour Bioguera est dans un état déplorable. Cette situation perdure depuis longtemps malgré la présence de plusieurs services déconcentrés de l'État aux alentours tels que le bureau du 2e arrondissement, la direction départementale du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et surtout la résidence de l'autorité préfectorale. Les usagers déplorent l'inaction des autorités compétentes pour remédier à cette situation. Le constat est alarmant. Dans la mesure où c'était des nids de poules, aujourd'hui c'est devenu de grandes crevasses, de grands trous, aussi bien que si vous n'êtes pas attentif, vous ne faites même plus attention à celui qui vient en face de vous et vous pouvez faire collision. Parfois même avec des piétons, on se discute la voie parce qu'il faut chercher là où c'est un peu abordable pour pouvoir passer. Parfois même, j'évite de prendre par ici pour éviter des agréments pour ma voiture. On ne peut pas me dire que c'est le tronçon qui mène à la résidence préfectorale qui est comme ça. On ne peut pas appeler ça des nids de poules, non. Ça, c'est plus qu'une voie d'escalier. Parce que ça, c'est aberrant qu'on me dit que la première autorité du département, c'est la voie qui mène à sa maison. Si ça doit continuer par être comme ça, c'est dangereux pour nous, les populations, les citoyens lambda. Et la voie n'est pas du tout praticable. L'état de la voie est dans un piteux état. Quand je dis piteux, c'est qu'on a des nids de poules. Et ces nids de poules occasionnent des accidents. Quand je dis d'accidents, en face du 2e arrondissement, il y a une école. Quand les motocyclistes quittent l'éco-bank, arrivés au niveau du 2e arrondissement, ils ont tendance à laisser la voie pour prendre au niveau du couloir du piéton. Or, souvent, les enfants traversent la voie. Donc, hier, j'étais là, j'étais témoin quand un enfant a failli se faire renverser par un motocycliste. Pour éviter le pire, les usagers interpellent les autorités concernées qui elles-mêmes empruntent ce tronçon afin qu'elles agissent rapidement pour réparer la voie au bénéfice de tous. Je voudrais profiter de votre antenne pour demander l'aide de nos autorités au plus haut niveau pour venir penser peut-être à cette voie. Il y a d'autres voies, mais c'est ici que nous nous empruntons. Regardez un peu l'état des routes à Parakou. Je sollicite l'aide du CA, du maire. S'ils peuvent faire une action dans ce genre, ça sera vraiment bon. C'est-à-dire, s'ils ne peuvent pas réparer la voie, au moins fermer ces nids de poules. Parce que la vie de nos enfants, même la vie de nous, leurs parents, est aussi en danger. Donc, s'ils peuvent vraiment nous aider, ça nous fera vraiment plaisir. Nous demandons aux autorités supra de prendre des dispositions pour qu'au moins le projet Asfalta 2e phase puisse prendre en compte ne reste que la voie menant chez le préfet des départements. Vous voyez, je suis allé déposer les enfants à l'école pour rejoindre mon atelier, c'est des difficultés. Nous demandons à tous ceux qui peuvent peser de leur
poids de responsabilité pour que cette voie puisse être réparée, pour ne pas indexer le préfet même directement. Nous savions que lui-même, il peut quelque chose. Le ministre du cadre de vie, nous lui disons que Parakou a besoin de lui. La dégradation des routes à Parakou devient un sujet de préoccupation qui mérite toute l'attention des autorités compétentes. Il est donc impératif de prendre des mesures pour trouver des solutions durables car, comme on le dit, la route du développement passe par le développement de la route. Autre actualité dans cette édition, suite à la dégradation de la situation sécuritaire au Liban, le Bénin invite tous les Béninois résidant actuellement au Liban à saisir l'opportunité des derniers vols commerciaux encore disponibles pour quitter sans délai le pays et regagner le Bénin. Je cite: pour ceux qui ne sont pas en possession de leurs documents de voyage, le ministère les encourage à solliciter un laissez-passer et des autorisations parentales pour des enfants de moins de 18 ans. Fin de citation, peut-on lire dans le communiqué diffusé par le ministère des Affaires étrangères. Le sujet fait de société de cette édition à présent. Les principes sont des fondamentaux qui guident l'homme sur le bon chemin dans nos sociétés. De par à son importance, l'homme devrait-il en être esclave? Élément de réponse dans ce reportage réalisé par Fauzia Sefou et Patrice Ayontan. Dans la vie de l'homme, les principes sont souvent considérés comme des fondamentaux qui guident l'humain vers le meilleur. Il est aussi considéré comme l'ensemble des règles morales qui régissent la manière d'agir de quelqu'un ou d'un groupe. Cependant, il faut remarquer que certaines personnes restent esclaves de leurs propres principes. Là, moi, je dirais que ça va dépendre. Ça va dépendre pourquoi? Parce que chaque fois qu'un homme est en train d'évoluer, il faudrait qu'il adapte ses principes à son milieu de vie. Et que, bon, si aujourd'hui, l'homme dit que temps, c'est temps, genre, il essaie de définir des principes, c'est qu'il doit les respecter. Ça veut dire que plus tard, il doit voir en fonction de son entourage, son environnement, afin d'essayer de les amoindrir ou bien de beaucoup plus les respecter. Parlant de ces principes-là, justement, je commencerai déjà par dire qu'il n'y a pas d'homme sans principe. Il faudra se fixer des bornes, savoir ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas. Et en même temps, dans la vie sociale, il faudrait aussi parfois se réadapter, faire des compromis, voilà, sinon ça ne pourra pas marcher. L'homme ne doit pas être esclave de ses principes, d'autant plus qu'à chaque fois, il y a évolution. À chaque fois, on grandit. Les charges viennent. À chaque fois, les charges viennent. Avant, moi, je n'étais pas comme ça, sincèrement. Que je dirais que nous devons nous convertir. C'est-à-dire, les anciennes pratiques rétrogrades, anti-progrès, on doit se passer de ça et faire une réadaptation. Parce que au fur et à mesure où les choses évoluent, il y a des changements. Changements radicaux. Maintenant, si on ne s'adapte pas aux réalités du terrain, on risque d'aller à la dérive. Bon, je vais prendre un petit exemple. Lorsqu'on parle de principes, les principes aussi, c'est quand je dis qu'il va falloir les adapter à son environnement, à son milieu de vie. Ce n'est pas forcément de les oublier, puisqu'un homme aussi doit avoir des principes. Et c'est à base de ces principes-là qu'il va beaucoup plus évoluer. Si il était habitué à se lever très tôt, à 5 heures pour faire une tâche, et qu'il ne le fait plus compte tenu de certaines situations, non, là je dirais que bon, il n'a pas vraiment respecté ces principes. Donc il doit avoir un côté principe bien défini et de l'autre côté, essayer de les amoindrir face à son milieu de vie, tout ça. Je n'étais pas marié, je vivais célibataire et je faisais mes va-et-vient, comment je vais dire, mes javas. Maintenant, je suis sous le toit d'une femme en tant que mari et femme. C'est avec les conseils, avec les... Sinon, actuellement, nous les jeunes, actuellement, maintenant, on ne veut plus se marier.
La plupart des peuples de l'Afrique pensent l'homme comme étant un être dynamique. Et donc ce changement-là peut s'opérer dans la vie de quelqu'un, on peut changer N fois. Et donc c'est une façon de grandir aussi, je dirais. Il n'y a jamais d'aspect positif sans l'aspect négatif parce que les deux vont de pair. Maintenant, l'adaptation a modifié beaucoup de choses. Je ne dirais pas forcément que ça change la nature de l'homme. Puisque on ne peut pas dire... L'homme n'est pas un robot en fait. L'homme n'est pas un robot. Et c'est un robot qui est programmé sur quelque chose et applique ça à la lettre. Mais l'homme, en tant qu'homme, l'homme, comment je peux dire, l'homme peut changer à tout moment. Vous voyez, l'homme peut changer à tout moment. Et si on prend un homme A d'aujourd'hui, ça peut ne pas être l'homme A de demain. Des principes, oui, il en faut pour la vie. Seulement, il est important d'apprendre à s'adapter à de nouvelles situations et à faire preuve de flexibilité aux besoins. Sans surprise, le président tunisien Kaïs Saïed a été réélu dès le premier tour avec 90,69% des voix selon les résultats préliminaires officiels annoncés ce lundi 7 octobre 2024 par l'instance supérieure indépendante pour les élections ISIE. Fawzia Sifou nous en dit plus. Le taux de participation à l'élection présidentielle ce dimanche 6 octobre 2024 s'établit à 28,80%, soit bien en dessous de ceux des scrutins de 2014 et 2019, avec respectivement 63% et 49% de participation au premier tour. Ayachi Zamel, chef d'un petit parti incarcéré depuis début septembre pour falsification de parrainage, n'a recueilli que 7,35% de suffrages exprimés. Le troisième candidat en liste, Zouhre Magzaoui, leader du mouvement du peuple qui avait un temps soutenu le président Saïed avant de s'y opposer au début de la campagne électorale, a obtenu pour sa part 1,97 des voix. L'ISIE a ainsi confirmé à quelques points près les estimations d'un sondage de sortie des urnes diffusé la veille à 20h par la télévision publique donnant le président sortant vainqueur avec 89,2% des voix. La diffusion de ces résultats non officiels avait soulevé de nombreuses critiques car ils sont normalement interdits par la loi. Dimanche soir, l'équipe de campagne d'Ayachi Zamel n'a pas tardé à réagir sur sa page Facebook. Je le cite, « La télévision nationale a diffusé des résultats d'un prétendu sondage sur les résultats des élections présidentielles dans le but d'orienter l'opinion publique vers l'acceptation des résultats spécifiques, affirmant rejeter catégoriquement ces résultats. » Fin de citation. Une position partagée par Zouhre Magzaoui dans la soirée. Dimanche soir, plusieurs centaines de partisans de Kaïs Saïed se sont rassemblés dans le centre-ville de Tunis pour manifester leur joie après l'annonce de ces résultats donnant leur candidat l'âge vainqueur dès le premier tour. Naoufel Saïed, frère du président et responsable de sa campagne, s'est félicité de l'issue du scrutin qui confirme selon lui sa popularité. Dans l'actualité sportive de ce soir, Tosin Ayegun est déclaré forfait contre le Rwanda dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Par ailleurs, les Guépards du Bénin ont démarré leur préparation à Abidjan. Patrice Ayonton. Une mauvaise nouvelle frappe l'équipe. Tosin Ayegun, blessé à la cuisse, est contraint de déclarer forfait pour les 2 confrontations contre le Rwanda. Son absence laisse un vide dans l'équipe, puisque selon les informations, le sélectionneur Gareth Rowe a pris la décision de ne pas appeler de remplaçant. Les joueurs se préparent à affronter une première fois le Rwanda le 11 octobre 2024 à Abidjan. Sous la direction de Gareth Rowe, l'équipe a commencé son stage le lundi 7 octobre 2024 avec une première séance de fitness à l'hôtel suivie d'un entraînement sur la pelouse du lycée classique de Cocody. 17 joueurs étaient déjà présents. Le sélectionneur s'est montré satisfait des conditions de travail et du déroulement des premières séances. Je cite, « Les bonnes choses ont déjà commencé. Les joueurs qui sont là sont bien en forme et l'entraînement s'est bien passé. » Les 17 joueurs qui ont pris part aux premières séances d'entraînement sont Marcel Dandinou, Mariano Tinovi, Mohamed Tidjani, Cédric Routonji, Rachid Moumouni, Chodel Dossou, Dodo Doku, Taminou Ouaourou, Steve Mounier, Rabio
Sankamao, Samadou Atidikou, Romaric Amoussou, Rodik Fasilou, Johan Roche, Sissin Aodou, Mariano Awangbo et Imurana Yassana. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et excellente soirée à tous. Kéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.